Les animaux de compagnie sont souvent considérés comme des sources de réconfort et d'affection, un refuge sûr dans le chaos de la vie. Mais que se passe-t-il lorsque votre animal est un prédateur, un animal dont les instincts sont enracinés dans la nature sauvage? En un instant, cette sécurité peut disparaître, remplacée par quelque chose de bien plus sombre. C'était la réalité de Kellyanne Waltz. Le lien qu'elle partageait avec son ours noir, Teddy, était fait de confiance et d'affection. Pourtant, en un éclair, ce lien s'est brisé. Teddy, autrefois docile, a libéré la puissance sauvage de sa nature indomptée, et le monde de Kellyanne a sombré dans le chaos. C'était le 4 octobre 2009 et l'air était frais à Ross Township en Pennsylvanie, alors que le soleil du matin filtrait à travers les arbres. Sur une propriété au sommet d'une colline, Kellyanne et Michael Waltz vaquaient à leurs routines habituelles, entourés de leur collection d'animaux exotiques. Depuis plus de 15 ans, le couple était détenteur d'une licence pour garder des créatures que la plupart ne verraient que dans la nature. Lions, tigres, léopards et un imposant ours noir nommé Teddy. Leurs voisins admiraient le dévouement de la famille, s'arrêtant souvent pour apercevoir les animaux à une distance sécurisée. Pourtant, même avec des années d'expérience, la question persistait. Que se passe-t-il lorsque des années de familiarité rencontrent les instincts sauvages d'un prédateur? Teddy était une présence énorme, mesurant plus de 6 pieds de haut lorsqu'il se tenait sur ses pattes arrière. Malgré sa taille et sa puissance immense, il semblait doux, voire joueur. Sa friandise préférée était le pop-corn, et il accueillait souvent Kellyanne avec un grognement enthousiaste lorsqu'elle s'approchait de son enclos de 15 pieds sur 15. Pour Kellyanne, Teddy était plus qu'un simple animal exotique. Il symbolisait sa passion de toujours pour les animaux. Mais cette passion allait bientôt prendre une tournure sombre. L'amour de Kellyanne pour la faune a commencé dans sa jeunesse en tant que cavalière compétitive et membre du club 4 heures dans le Massachusetts. Sa dévotion aux soins des animaux s'est poursuivie à l'âge adulte où elle est devenue gardienne d'animaux exotiques, agréée aux côtés de son mari, Michael. Ensemble, ils ont obtenu leur licence en 1994, créant une propriété semblable à un sanctuaire abritant des lions, des tigres, des léopards et des servals. Malgré les risques inhérents, Kellyanne traitait ses créatures avec un soin et un respect méticuleux, s'assurant que chaque enclos respectait ou dépassait les normes de sécurité. En plus de son travail avec les animaux, Kellyanne était un membre actif de sa communauté. Elle a fait du bénévolat à l'école chrétienne, Faith à Roseto, où ses enfants étaient scolarisés, équilibrant sa dévotion à sa famille, sa foi et sa passion pour le soin des animaux exotiques. Les voisins louaient fréquemment l'engagement du couple envers la sécurité, notant les cages bien entretenues et l'harmonie apparente entre la famille Waltz et leurs animaux. La confiance de Kellyanne dans sa routine était soutenue par ses années d'expérience. Elle avait élevé Teddy depuis qu'il était un ourson et maintenait une relation structurée avec lui. Pourtant, alors que l'automne s'installait et que les instincts de l'ours s'intensifiaient, des signes d'avertissement subtils commencèrent à apparaître. Ce dimanche commença comme n'importe quel autre. Kellyanne, accompagnée de ses enfants, se préparait à nettoyer les cages et à nourrir les animaux. Son voisin Scott était dehors avec ses enfants, la saluant nonchalamment à travers la cour. Comme d'habitude, Kellyanne se dirigea d'abord vers la cage de Teddy, brouette et pelle à la main. Sa méthode était simple, distraire Teddy avec de la nourriture pendant qu'elle travaillait. En jetant un tas de nourriture pour chien dans un coin de la cage, elle regarda l'ours dévorer son repas avec avidité. Avec l'animal occupé, Kellyanne entra dans l'enclos pour commencer le nettoyage. Compter sur la routine et une distraction rapide s'est avéré être une erreur fatale. Alors que Kellyanne se retournait pour sortir les déchets, Teddy détourna son attention. En un mouvement rapide, l'ours de 350 livres se jeta sur elle. Son poids la percuta et ses mâchoires se refermèrent sur son épaule avec une force incroyable. Ses enfants, toujours sur le porche, crièrent alors que l'attaque se déroulait. Scott, entendant le vacarme, courut chez lui pour prendre son arme à feu. En quelques instants, Teddy avait déjà infligé des blessures catastrophiques. Les efforts de Kellyanne pour résister ne faisaient pas le poids face à la force de l'ours, et elle gisait immobile lorsque Scott est arrivé. Scott a tiré son premier coup, touchant Teddy à l'abdomen. L'ours a reculé, mais est resté debout, désormais concentré sur Scott. Un deuxième tir a frappé le cou de l'ours, le forçant à s'effondrer. Même alors, Scott a tiré des balles supplémentaires pour s'assurer que l'ours ne représentait plus une menace. Lorsque les secours sont arrivés, la scène était dévastatrice.
Le corps sans vie de Kellyanne gisait à l'intérieur de l'enclos de Teddy. Les preuves de l'attaque étaient indéniables. Malgré l'arrivée rapide des secours, il n'y avait rien qu'ils pouvaient faire. Elle a été déclarée morte sur les lieux. Teddy, lui aussi, avait succombé à ses blessures et son corps de 350 livres était une démonstration saisissante de la fine ligne entre l'instinct et l'entraînement. L'attaque a soulevé des questions immédiates. Pourquoi n'y avait-il pas de barrière secondaire pour séparer Teddy pendant le nettoyage? Comment l'agitation croissante de l'ours était-elle passée inaperçue? Bien qu'élevé en captivité, les instincts de Teddy en tant qu'animal sauvage avaient refait surface, avec des conséquences dévastatrices. La propriété des Walsh avait été considérée comme sûre, mais le respect des réglementations était-il suffisant pour garantir la sécurité? La nouvelle de l'incident s'est rapidement répandue. Kellyanne était rappelée comme une gardienne dévouée, mais les pratiques de la famille ont été scrutées. La licence de Michael pour héberger des animaux exotiques avait expiré l'année précédente, ajoutant une autre couche de complexité à la situation. Les voisins ont défendu les intentions et pratiques de la famille, mais les experts ont souligné la nature imprévisible des animaux sauvages comme le problème principal. Si les réglementations ne suffisent pas à prévenir ces catastrophes, que faut-il faire? La tragédie a montré que, peu importe la durée de captivité d'un animal, ses instincts demeurent. L'histoire de Kellyanne a clairement montré la nécessité de mesures de sécurité plus strictes et a renforcé les dangers de traiter les prédateurs sauvages comme des compagnons domestiqués. Est-il possible de vraiment coexister avec des créatures dont les instincts naturels sont si puissants? Que se passe-t-il si les animaux ne sont pas seulement contenus dans des enclos ruraux, mais se déplacent librement à l'intérieur des murs d'un appartement en ville? Notre prochaine histoire nous emmène à Newark, Delaware, où l'obsession de Ronald Huff pour ses 7 varans a abouti à une scène sanglante qui a laissé les autorités sous le choc. C'était le 16 janvier 2002, une froide journée d'hiver à Newark, Delaware, lorsque les voisins des appartements Ridgewood Manor ont remarqué quelque chose d'inhabituel. Une odeur nauséabonde et putride s'infiltrait à travers les murs de l'appartement de Ronald Huff, se répandant dans les logements des voisins. C'était le genre d'odeur que personne ne pouvait ignorer, la puanteur indéniable de la décomposition. Inquiet, le voisin de Ronald, Jeff Wong, décida d'enquêter. Ce qui commença comme une simple investigation se transforma rapidement en une découverte horrifiante. Ronald Huff, 42 ans, était un homme défini par sa discipline et ses passions uniques. Ancien soldat avec un passé structuré, il vivait seul dans un petit appartement à Newark, Delaware. Mais il n'était jamais sans compagnie. Ses compagnons étaient 7 varans du Nil, des reptiles géants à l'apparence préhistorique qu'il adorait. Ces créatures, dont certaines mesuraient jusqu'à 6 pieds de long, se déplaçaient librement dans sa maison. Pour Ronald, ce n'étaient pas des animaux de compagnie, c'était sa famille. Connu de ses collègues sous le nom de Lizard Boy, la fascination de Ronald pour ces reptiles était une partie déterminante de sa vie. Il partageait fréquemment des histoires sur ces lézards au travail, montrant fièrement les égratignures et les petites morsures qu'il avait reçues en les manipulant. Ses collègues le connaissaient comme une personne calme mais enthousiaste, entièrement dévouée à ses compagnons inhabituels. Mais au-delà de son lieu de travail et de sa collection de lézards, les interactions de Ronald semblaient limitées. Son attention restait centrée sur ses animaux de compagnie et son mode de vie solitaire. Les lézards, ressemblant à de petits dragons de Komodo, étaient des prédateurs redoutables dans la nature, connus pour leurs dents acérées, leurs morsures venimeuses et leurs instincts de prédateurs. Ronald, cependant, les traitait avec affection, les élevant depuis leur jeune âge et leur permettant de se déplacer librement. Il glissait dans sa cuisine, se prélassait dans sa chambre et mangeait même à sa table de salle à manger. Cette coexistence, bien que fascinante, masquait une réalité plus sombre. Peu importe combien Ronald s'occupait d'eux, ces animaux restaient un sauvage dans l'âme. Leur comportement pouvait devenir imprévisible en un instant, comme il allait bientôt le découvrir tragiquement. Personne ne sait exactement ce qui s'est passé dans les jours précédents le 16 janvier. Mais Ronald n'avait pas été vu depuis plusieurs jours. Son absence a suscité l'inquiétude parmi les voisins, surtout lorsqu'une odeur nauséabonde a commencé à émaner de son appartement. La puanteur, indubitablement celle de chair en décomposition, suggérait que quelque chose avait terriblement mal tourné. Bien que les détails exacts des derniers moments de Ronald ne soient peut-être jamais connus, la scène macabre découverte quelques jours plus tard a provoqué une onde de choc dans la communauté. Ce jour-là, les agents ont forcé l'entrée de l'appartement de Ronald et ont été immédiatement submergés par la scène.
L'odeur dans l'air était épaisse et suffocante, obligeant les intervenants à se couvrir le visage en entrant. L'appartement, faiblement éclairé, était encombré, avec des meubles poussés contre les murs pour faire de la place aux reptiles. Au milieu de la pièce gisait le corps de Ronald, affaissé contre la porte. Ses traits, autrefois reconnaissables, étaient horriblement défigurés, avec de profondes blessures couvrant ses bras, ses jambes et son torse. De larges portions de chair avaient été arrachées, exposant os et tendons. Les 7 varans du Nil étaient toujours présents, leurs museaux tachés de sang. Ils sifflaient et agitaient leur langue fourchue vers les officiers, indifférents à l'agitation. Le sol autour de Ronald était jonché de débris épars, morceaux de poulet cru, restes de coquilles de cafard, qui étaient une nourriture courante pour les lézards, et de meubles renversés, tous signes d'une scène chaotique et violente. L'heure du repas était souvent chaotique. Les varans sont très réactifs aux stimuli de routine, et tout retard aurait pu accroître leur impatience. Une seule morsure de leurs dents acérées, combinée à un venin qui provoque douleur, gonflement et infection, aurait pu incapaciter Ronald. Les lézards eux-mêmes ne montraient aucun signe de peur. L'un des plus grands animaux se tenait près du corps de Ronald, dominant la scène ensanglantée, tandis que d'autres traversaient la pièce en courant, leurs mouvements rapides gardant les officiers en alerte. Leur puissante queue balayait les débris et leurs griffes grattèrent le sol en bois. Pour les officiers, les reptiles semblaient protéger leur territoire, prêts à défendre leur proie. Il a fallu du temps aux agents de la faune pour arriver et sécuriser les lézards. Le plus grand et le plus agressif d'entre eux a résisté à la capture, obligeant l'équipe à utiliser un équipement spécialisé pour le maîtriser. Les animaux ont finalement été enlevés, mais l'image obsédante de la scène est restée gravée dans la mémoire de ceux qui l'ont vu. Le corps de Ronald a été emmené pour examen, mais l'étendue des blessures a rendu impossible la détermination d'une cause exacte de la mort. De larges portions de chair manquèrent sur ses bras et ses jambes, correspondant à des marques de morsures des dents acérées des varans. De profondes lacérations marquèrent son torse et son visage était presque méconnaissable, avec des sections de peau et de muscles arrachés exposant l'os sous-jacent. Les blessures suggéraient une interaction prolongée avec les lézards, soit pendant une attaque, soit dans le cadre d'un charognage post-mortem. Ses mains et ses doigts montrèrent des signes de blessures défensives, ce qui implique qu'une lutte a pu avoir lieu. Les enquêteurs ont noté des marques de griffes sur ses membres et sa poitrine, probablement causées par les reptiles en train de grimper ou de le retenir. L'autopsie n'a révélé aucun signe de toxines ou de substances étrangères qui auraient pu l'incapaciter, mais il était clair que ces blessures étaient suffisamment graves pour être fatales si elles avaient été infligées alors qu'il était encore en vie. Les dommages à son corps, associés à la scène chaotique de l'appartement, dressaient un tableau macabre. Que Ronald ait succombé à l'agression des lézards ou qu'ils aient dévoré son corps après une mort naturelle restait incertain. Ce qui était certain cependant, c'est que ces restes portaient l'empreinte indéniable des créatures puissantes et sauvages qu'il avait élevées comme compagnons. La sombre réalité du destin de Ronald Huff a montré les risques mortels de garder des animaux exotiques derrière des portes closes. Mais que se passe-t-il lorsque les portes des cages se sont ouvertes ? Dans l'Ohio, un homme a déclenché une vague de chaos, libérant lions, tigres et ours pour rôder dans la nuit. Le résultat fut un carnage comme la nation n'en avait jamais vu. Terry Thompson était un homme dont l'acte final a déclenché un cauchemar sanglant alors que des prédateurs rugissants traversaient la terre, semant destruction et peur sur leur passage. La discrétion des spectateurs est conseillée. Cette histoire inclut les détails les plus horribles jamais discutés dans une attaque animale. Alors que le soleil se couchait sur la paisible ville de Zanesville, dans l'Ohio, le 18 octobre 2011, personne n'aurait pu imaginer la terreur qui allait se déployer. Terry Thompson, un vétéran de la guerre du Vietnam âgé de 62 ans, était un homme attiré par l'extraordinaire. Sa passion pour la collection d'animaux exotiques a commencé en 1977, lorsqu'il a acheté un lionceau pour sa femme Marianne. Au fil des années, sa collection s'est agrandie pour inclure des tigres, des lions, des ours, des loups et même des babouins, hébergés sur sa propriété de 73 acres. Les animaux étaient un spectacle pour les voisins, mais leurs conditions de vie suscitaient souvent des inquiétudes. Les rapports de cages inadéquates et de clôtures non sécurisées sont devenus courants. Les voisins se plaignaient des évasions
et les forces de l'ordre ont été appelées à plusieurs reprises. Pourtant, les lois laxistes de l'Ohio permettaient à Terry de continuer à accumuler des animaux sans restriction significative. En 2011, sa propriété abritait 56 créatures exotiques, dont beaucoup étaient gardées dans des conditions surpeuplées et insalubres. En 2008, Terry a été condamné pour des accusations fédérales de possession d'armes à feu et a purgé 1 an de prison. Son temps derrière les barreaux a tendu ses finances et sa santé mentale. Il est devenu paranoïaque, croyant que sa femme avait été infidèle pendant son incarcération. Après sa libération, cette combinaison de tourments personnels et de pression croissante culminerait en un acte de destruction impensable. Alors que le crépuscule tombait sur Zanesville ce jour d'octobre, les voisins commencèrent à remarquer des événements étranges sur la vaste propriété de Terry Thompson. Les chevaux dans les paddocks voisins, habituellement calmes et en train de paître, étaient exceptionnellement agités. Ils renaclaient bruyamment, faisant les 100 pas avec inquiétude. Leur comportement frénétique attira l'attention du voisin de Terry, Sam Kopchak, qui décida d'enquêter. Kopchak était un propriétaire de chevaux expérimenté, mais même lui ressentit une inquiétude grandissante en s'approchant du paddock. Lorsque Sam atteignit sa propre jument, une jument nommée Red, il vit la source de la détresse des animaux, un énorme ours noir traversant le champ. La vue était saisissante mais pas totalement inédite dans l'Ohio rural. Cependant, en s'approchant, Kopchak aperçut quelque chose qui le figea sur place, un lion africain adulte. Le lion mâle se tenait juste au-delà de la clôture du paddock, sa crinière dorée captant la lumière tamisée, ses yeux perçants fixés sur lui. La clôture qui les séparait semblait inadéquate face à la taille et à la puissance du prédateur. Réalisant le danger imminent, Kopchak a rapidement conduit Red dans la grange et a verrouillé les portes derrière lui. À l'intérieur de la grange, le cœur battant, il a appelé le 911 pour signaler l'observation. L'appel était le premier de nombreux autres alors que le chaos commençait à se répandre dans la région. À l'insu de ses voisins, Terry Thompson avait passé les heures précédentes à orchestrer l'impensable. En utilisant des pinces coupantes, il ouvrit méthodiquement les enclos de 50 de ces animaux exotiques, libérant lions, tigres, loups et ours sur sa propriété. Pour s'assurer que les prédateurs sortent de leur cage, Terry dispersa du poulet cru autour du terrain, un dernier acte de chaos calculé. Qu'est-ce qui pourrait pousser un homme à un acte aussi drastique ? Quel que soit le motif, Terry avait déchaîné un cauchemar sur la petite ville de Zanesville. Après avoir libéré les animaux, Terry s'est dirigé vers le jardin de sa maison, armé d'un pistolet. Il a levé l'arme vers lui-même et a appuyé sur la détente, mettant fin à sa vie au milieu du chaos qu'il avait créé. Lorsque les officiers sont arrivés quelques heures plus tard, ils ont trouvé son corps sur la pelouse, partiellement dévoré par l'un de ses propres tigres. Tandis que Kopchak restait barricadé dans sa grange, le chaos à l'extérieur devenait de plus en plus terrifiant à chaque seconde. À travers les petites fenêtres poussiéreuses, il regardait d'autres prédateurs apparaître des ombres. Des loups traversèrent le champ en courant, leurs yeux brillants dans la lumière tamisée. Un tigre massif, ses puissants muscles ondulants sous son pelage rayé, se faufilait à travers les hautes herbes. Puis une lionne apparut, son regard fixé sur l'enclos, comme si elle cherchait une proie. À l'intérieur de la grange, l'air était chargé de tension. Kopchak savait que les portes en bois fragiles ne pouvaient pas rivaliser avec les puissantes créatures qui rôdaient à quelques mètres. Il retenait son souffle, son pouls battant dans ses oreilles, alors qu'il essayait de rester aussi silencieux que possible. Parlant aussi doucement que possible, Kopchak a finalement passé son appel au 911. Ses mots étaient frénétiques et urgents, peignant un tableau glaçant du cauchemar à l'extérieur. En même temps, des appels d'urgence de tout Zanesville affluaient. Les prédateurs parcouraient librement la ville, causant chaos et destruction. Un entraîneur de football à 1 mile de la propriété de Terry a signalé un tigre près du bord d'un terrain d'entraînement, incitant les parents à évacuer leurs enfants. Ailleurs, un automobiliste a évité de justesse une collision avec un ours noir. Lorsque les agents sont arrivés sur la propriété de Terry, ils ont trouvé des enclos grands ouverts et des prédateurs errant librement. Des lions et des tigres traînèrent près de l'allée, tandis que des ours et des loups s'aventuraient plus près des maisons voisines. Le danger se propageait rapidement dans les zones résidentielles et les agents n'avaient pas d'autre choix que d'agir. Les tranquillisants étaient indisponibles, une réalité sombre qui laissait peu d'options aux agents. Les fusils à tranquillisants pour la faune, généralement utilisés par des spécialistes, ne faisaient pas partie de l'équipement standard de la police.
Même s'ils avaient été accessibles, le délai des effets sédatifs et la difficulté de suivre les animaux dans l'obscurité rendèrent la tranquillisation irréalisable. Les forces de l'ordre devaient donner la priorité à la sécurité publique immédiate plutôt qu'à sauver la vie des animaux. L'ordre a été donné de tuer tous les animaux sauvages trouvés avant qu'ils ne puissent causer plus de dégâts. Au matin, l'ampleur totale de la dévastation était claire. Sur les 50 animaux relâchés, 48 avaient été tués, leurs corps éparpillés dans les champs et sur les routes. Les 2 restants, un grizzly et un singe, encore en cage, ont été retirés en toute sécurité. La maison de Terry a été trouvée en désordre, reflétant des années de négligence et de chaos. Qu'est-ce qui a poussé Terry Thompson à sombrer dans une dépression totale et pourquoi a-t-il choisi d'infliger une telle souffrance atroce à sa communauté ? Ces questions resteront à jamais sans réponse, les réponses perdues avec la mort tragique de Terry. Mais le bain de sang à Zanesville n'était qu'un exemple du cauchemar qui peut résulter de la détention d'animaux sauvages et exotiques comme animaux de compagnie. En Afrique du Sud, un jeune garçon a été déchiqueté par un lion autrefois considéré comme apprivoisé. L'attaque sauvage de l'animal a été rapide et brutale, ne laissant qu'un corps brisé et un rappel macabre des conséquences mortelles lorsque les humains et la nature s'affrontent. C'était en avril 2017 et Christian Prinsloo, âgé de 12 ans, connu sous le nom de Tian par ses amis et sa famille, profitait de ses vacances scolaires dans la campagne sud-africaine. Alors que les 2 semaines de vacances commençaient, Tian se rendit chez sa grand-mère près de Lefalal, une ville tranquille à la lisière du Bushveld. C'était un moment d'aventure pour lui, une occasion d'échapper à la routine quotidienne. Il ne savait pas que ce voyage se terminerait par une tragédie que personne n'aurait pu prévoir. La grand-mère de Tian, Marie Stridom, avait une maison nichée au cœur des paysages sauvages de l'Afrique du Sud. La région était connue pour ses fermes étendues, ses vastes champs ouverts et l'observation occasionnelle d'animaux sauvages. Marie y avait vécu pendant des années, profondément attachée à la terre et à la communauté agricole soudée. C'était un endroit où Tian avait passé de nombreuses vacances, entouré par la paix et la beauté de la vie rurale. Il appréciait les journées tranquilles passées à explorer la région, à lire dans la bibliothèque locale et à visiter les fermes voisines pour voir les animaux. Mais il y avait un endroit que Tian aimait particulièrement visiter, une ferme où ses amis de la famille, le couple Voss, élevaient des lions. C'était un couple discret, mais dévoué qui gérait une installation d'élevage pour ces animaux majestueux et dangereux. Ils gardaient 3 lions adultes, élevés à la main mais toujours sauvages dans leurs instincts. Le couple Voss traitait les lions avec soin et respect, s'assurant que leurs cages et enclos étaient sécurisés. Les lions étaient gardés dans leurs enclos, autorisés à se promener sur la propriété uniquement sous les yeux vigilants de leur propriétaire, ou du moins c'est ce qu'on croyait. C'est dans cette ferme que Tian, accompagné de sa grand-mère, a passé un après-midi à discuter avec le couple Voss. C'était une visite informelle que Tian avait faite de nombreuses fois auparavant. Les lions étaient déjà sortis pour leur promenade quotidienne et étaient de retourner dans leurs enclos au moment où Tian et Marie sont arrivés. Alors que les adultes discutaient autour d'un thé, Tian était inconscient du danger qui allait se produire. La maison était en pleine effervescence. Marie et Madame Voss étaient dans la cuisine tandis que Tian se déplaçait à la recherche de son livre préféré. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'à l'insu des adultes, un des lions s'était échappé de son enclos. Une porte laissée entr'ouverte ou mal fermée avait donné au lion l'opportunité dont il avait besoin. Personne ne s'est rendu compte du danger avant qu'il ne soit trop tard. En un clin d'œil, le lion mâle massif apparut dans l'embrasure de la porte. Tian, déjà familier avec les lions mais jamais complètement naïf quant à leur nature sauvage, se figea. On lui avait toujours dit la même chose, les lions n'étaient pas apprivoisés malgré leur élevage en captivité. Mais qu'est-ce qui aurait pu le préparer à la vue de l'une de ces bêtes dans la maison ? Marie a vu le lion en premier et s'est immédiatement interposée entre Tian et le prédateur, essayant de protéger son petit-fils avec son propre corps. Le lion, bien que semblant calme, a fixé ses yeux sur Tian et s'est approché, testant l'air. Marie, restant calme malgré le danger croissant, exhorta Tian à courir pour se mettre en sécurité. Mais il était trop tard. Tian se retourna pour fuir et en une fraction de seconde, le lion bondit, couvrant la distance entre eux en quelques instants. Tian n'a jamais eu une chance. Le lion bondit,
ses griffes s'enfonçant dans le petit dos de Tian, ses mâchoires pénétrant profondément dans sa chair. Avec la vitesse et la force d'un animal sauvage, il le projeta au sol. Tian cria, mais ses cris furent rapidement étouffés par le poids de l'attaque du lion. Marie, avec toute la force qui lui restait, se jeta sur le lion, attrapant sa crinière épaisse et tirant de toutes ses forces. Elle cria, appelant à l'aide, mais c'était une bataille perdue d'avance. Le lion la frappa, griffant ses bras et ses épaules, alors qu'elle essayait désespérément de protéger son petit-fils. Dans le chaos, Madame Vos est revenue sur les lieux. Le lion, momentanément distrait, s'est détourné de Tian. C'était un bref moment d'espoir, mais le mal était déjà fait. Le lion, maintenant maîtrisé par Madame Vos, fut rapidement ramené dans son enclos, et elle se précipita pour appeler à l'aide. Marie, cependant, n'attendit pas. Malgré sa propre blessure, elle attrapa les clés de la voiture, les lança à Madame Vos et prit Tian. Elle la portait jusqu'à la voiture et a filé vers l'hôpital le plus proche, sachant que le temps était compté. Il leur a fallu 21 minutes pour atteindre l'hôpital, mais à leur arrivée, il était clair que les blessures de Tian étaient catastrophiques. Son dos et son cou étaient lacérés. Sa respiration était faible et laborieuse. Les médecins ont fait ce qu'ils pouvaient pour le stabiliser, mais ce n'était qu'une mesure temporaire. Les dommages à sa colonne vertébrale étaient graves. Tian a été transporté par hélicoptère à Pretoria, où il a été transféré dans un établissement mieux équipé, mais même alors, le pronostic était sombre. Pendant 3 semaines, Tian est resté dans le coma, son corps s'accrochant à la vie grâce aux machines. Ses parents, Herman et André Prinsloo, veillaient constamment espérant un miracle. Mais le miracle n'est jamais venu. Le 26 avril, juste un jour après son 12e anniversaire, Tian est décédé. Sa famille a été laissée dans un état de choc, pleurant la perte de leur fils, qui était plein de vie et de rêves pour l'avenir. Pendant ce temps, le lion, malgré l'attaque mortelle, n'a pas été euthanasié. La famille Prinsloo a choisi de ne pas porter plainte contre le couple Vos, comprenant que le lion avait agi par instinct, non par malveillance. Ils ont pris la décision difficile de permettre au lion d'être relogé dans un autre établissement où il pourrait vivre sa vie dans un environnement plus sécurisé, loin des interactions humaines. La tragédie de la mort de Tian était quelque chose que personne n'aurait pu prévoir, et malgré la perte, la famille ne souhaitait pas punir l'animal. En fin de compte, la décision de la famille Prinsloo reflétait leur compréhension de l'imprévisibilité de la nature. Alors qu'ils pleuraient la perte de leur fils, ils savaient que c'était un accident tragique, qu'aucune action en justice ne pourrait annuler. La vie de Tian a été écourtée par une série de malheurs, mais sa famille a choisi d'honorer son amour pour les animaux en s'assurant que le lion serait traité avec respect dans son nouveau foyer. Malgré leur domestication, ces créatures sont encore guidées par des instincts primaires qu'aucun soin ni entraînement ne peut supprimer. La nature, dans sa forme la plus pure, reste indomptable, et même les décisions les plus prudentes peuvent mener à des conséquences tragiques. Merci d'avoir regardé ces histoires d'attaques animales horrifiantes. La puissance brute de la nature peut devenir mortelle en un instant, comme nous l'avons vu à maintes reprises. Si vous êtes prêts pour plus, notre prochaine vidéo vous emmène à l'attaque choquante de Maria Fernandez. Ce qui devait être une baignade paisible avec sa fille s'est rapidement transformé en lutte pour la survie lorsqu'un grand requin blanc est apparu juste devant elle. Ce que Maria a fait pour protéger sa fille était impensable. Cliquez pour voir cette attaque de requin horrifique se dérouler et nous vous y retrouverons.